Il est 13 h, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur la 7 TV, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, 6 jours après le scrutin, les résultats provisoires des élections législatives seront révélés ce jeudi par la Commission nationale de recensement des votes. Il faut le rappeler que jusque-là, les tendances ont confirmé la domination de PASTEF. Et puis dans le registre judiciaire, la convocation d'Adama Gueye ce jeudi, l'a annoncé lui-même. Les raisons n'ont pas été toutefois dévoilées, mais la convocation, il faut le rappeler, survient après ses propos tenus sur la Sen TV concernant le décès de l'ancien ministre Mamadou Moustapha Ba, tué. D'après lui, dans un direct sur Facebook, il a interpellé le gouvernement américain pour la préservation de ses droits. Nous y reviendrons dans ce journal. Et on terminera dans la sous-région. Le Mali a un nouveau Premier ministre après le relèvement à ce poste de Choguel Maïga. Le général d'armée Assimi Goïta a annoncé la nomination ce jour du général de division Abdoulaye Maïga en tant que Premier ministre du gouvernement de la transition. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Élection législative anticipée de 2024 pour commencer. La Commission nationale de recensement des votes procédera ce jeudi à 16 h à la proclamation officielle des résultats provisoires. L'annonce sera faite dans la salle 4 du palais de justice de Dakar. Selon les résultats publiés par les commissions départementales de recensement des votes, la liste de PASTEF dirigée par le Premier ministre Ousmane Sonko a remporté une large majorité à l'Assemblée nationale. Ce succès confère donc au parti au pouvoir un levier important pour faire avancer ses réformes et son programme politique. À noter que les résultats officiels définitifs seront annoncés par le Conseil constitutionnel. On reste toujours dans le registre politique. Invité de MNF, l'ancien porte-parole de la présidence n'a pas manqué de critiquer les actuels dirigeants du pays. Orodia est largement revenu sur la victoire de PASTEF lors de ces élections législatives. Selon lui, le PASTEF aujourd'hui n'a plus d'alibi. Ils ont l'obligation de satisfaire la demande des Sénégalais, notamment la loi sur la criminalisation de l'homosexualité au Sénégal. Là où il y a la cohérence, c'est que Sonko et Diomaye avaient promis beaucoup de choses aux Sénégalais en leur disant que pour qu'on puisse réaliser ce qu'on vous a promis, il nous faut avoir la majorité. Maintenant, les Sénégalais leur ont donné la majorité, d'où la troisième analyse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, concrètement, PASTEF n'a plus d'alibi. Le bilan de Macky Sall range un régime et je pense que maintenant, ce discours-là est éculé. Maintenant, il faut que PASTEF se mette au travail pour essayer de tenir ses promesses électorales, ce que, à mon avis personnel, je ne crois pas trop. Parce que le premier adversaire du populisme, c'est l'exercice du pouvoir. Parce que quand vous êtes dans l'opposition, vous pouvez promettre moins et merveilles, vous pouvez faire des manipulations, mais quand vous êtes au pouvoir, c'est difficile de manipuler la réalité. L'opposition gère des déclarations, mais le pouvoir gère la réalité. Et aujourd'hui, la réalité que nous avons, c'est que l'économie est à l'arrêt. L'économie est à l'arrêt et la question essentielle pour les Sénégalais, c'est l'économie. Et en se tournant politique majeure pour le Sénégal, il est pertinent de revenir sur le profil d'un des artisans de la transparence du processus électoral et la stabilité politique au Sénégal. Kéba Mbaye, figure emblématique de la justice sénégalaise, il a marqué l'histoire par son intégrité et son engagement pour la démocratie. Son portrait signé Djibril Diallo. Né dans le Saloum en 1924, le juge Kéba Mbaye, décédé en 2007, a occupé plusieurs fonctions au Sénégal et dans le monde. Dès 1963, 3 années après l'indépendance du Sénégal, il devient président de la Cour suprême du Sénégal, un poste qu'il occupa jusqu'en 1980. Il a dirigé la plus haute institution judiciaire du pays, le Conseil constitutionnel, pendant 3 années avant de démissionner en 1993 suite à la crise post-électorale de la présidentielle de la même année. Une démission motivée par l'échec de l'application du nouveau code électoral. Je croyais au scrutin transparent avec des résultats incontestables. Les faits me donnent tort. Il est pratiquement impossible d'arriver à la proclamation des résultats 10 jours après l'élection présidentielle. Le Sénégal, vitrine de la démocratie en Afrique, a échoué pour des raisons politiciennes partisanes. En effet, c'est sous sa direction que le Sénégal se dotera de ce fameux code consensuel en 1992. D'ailleurs, jusqu'à un passé récent, ce code est resté le texte référence en matière électorale au Sénégal. Ainsi, en homme d'éthique, le juge Kéba Mbaye va contribuer à la transparence du processus électoral
et à la stabilité politique du Sénégal. De l'élaboration du Code civil sénégalais à la rédaction de la Constitution de 1963, l'homme a toujours été associé au plus grand rendez-vous judiciaire du pays. L'homme était toujours à la recherche de la sagesse avec la justice pour viatique. Dans un temps où tout s'oublie vite et où les valeurs se diluent facilement, l'on se souviendra de Kéba Mbaye comme d'un juriste émérite et d'un grand Africain. En reste dans le volet judiciaire, le journaliste Adam Aguet a annoncé ce jeudi qu'il a été convoqué à la division des investigations criminelles. Ce sera à 16h. La raison de sa convocation n'a pas été notifiée, mais il soupçonne sans pourtant en être sûr que c'est dans le sillage de ses propos sur la Sen TV. Dernièrement, il avait fait des déclarations sur le décès de l'ancien ministre des Finances, Mamadou Moustapha Ba, affirmant qu'il avait été tué parce qu'il allait probablement révéler des choses. Le journaliste avait également affirmé détenir un document dans un direct il y a quelques instants sur Facebook. Il a une fois de plus affirmé avoir reçu plusieurs informations sur cette mort de l'ancien ministre. Par la même occasion, il a interpellé le gouvernement américain pour la préservation de ses droits, évoquant le fait que ses enfants ont la citoyenneté de ce pays. Et puis l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption presse le pas depuis quelque temps dans la lutte dans la prévention et dans la lutte. Selon le chef du département d'investigation, Omar Sen, entre 2023 et 2024, le nombre de dossiers ouverts est passé de 42 à 88 affaires. Avec les nouvelles compétences de l'OFNAC et en matière de déclaration de patrimoine, les nouvelles autorités qui ont désormais la majorité à l'Assemblée nationale ont plus que jamais la possibilité de faire la reddition des comptes. Nous reviendrons plus en détail sur la question avec Mamadou Kanté dans nos prochaines éditions. Et puis nous prenons sur ce la direction de Rufisque. Le préfet Magadiouk a annoncé une opération majeure de déguerpissement qui débutera le 5 décembre prochain. Cette initiative portée par les autorités locales vise à libérer les espaces publics occupés de manière anarchique et donc améliorer le cadre de vie des habitants. C'est dans un communiqué officiel que le préfet de Rufisque, Magadiouk, également président du comité départemental de gestion du cadre de vie, a précisé que les efforts se concentreront en priorité sur le boulevard Maurice Gueye et les abords du marché central, deux zones particulièrement affectées par les occupations illégales. Parmi les cibles de cette opération figurent les garages clandestins, les parkings non autorisés et les vendeurs installés de manière informelle. Le préfet a invité les occupants concernés à libérer volontairement les lieux avant le début des opérations. À défaut, des interventions seront menées pour restaurer l'ordre dans ces zones stratégiques. Cette opération vise également à renforcer la sécurité, promouvoir la salubrité et offrir un environnement plus agréable aux résidents de Rufisque. Enfin, le préfet a appelé à la coopération de tous les acteurs concernés pour garantir la réussite de cette initiative. Pour rappel, cette opération majeure de déguerpissement débutera le 5 décembre 2024, une initiative portée par les autorités locales pour libérer les espaces publics occupés de manière anarchique et améliorer le cadre de vie des habitants. Et nous parlons des migrations clandestines cet après-midi. Depuis le début de l'année 2024, le patrouilleur Niani, fleuron de la marine sénégalaise, a interpellé près de 5000 migrants à bord d'une trentaine de pirogues. Nos reporters, Pape Malik Thiam et Amadou Kébé, ont embarqué lors d'une opération de mission qui ont suivi de près les efforts des marins pour contrer ces départs clandestins. Reportage exclusif sur les enjeux, défis et méthodes de travail de la marine nationale. Tout est au point. En attendant le son de la corne de brume. Signaux de départ de ce navire, le Niani en haute mer. Les reflets de lumière du port de Dakar renvoient un dernier coup, un signe de revoir. À bord, les derniers réglages, les positions des uns et des autres pour réussir cette mission de nuit portée sur le contrôle et la surveillance des côtes contre les migrants. Si on voit ça, c'est sûr que ce n'est pas une pirogue de pêche. Le bateau bouge, les radars s'activent. Il est 1h30 du matin. Ça, c'est l'infrarouge. Donc, on fait la surveillance. Les senseurs détectent et lui, il confirme est-ce que c'est une pirogue de migrants. Des écrans de contrôle partout, un équipage renforcé pour traquer les pirogues qui rallient l'Europe. Vous voyez l'effectif, il y a 2 personnes à bord.
Oui. Et là, c'est une pirogue de quoi? De 9 mètres? 11 mètres? Alors, ça, c'est pas très grand, hein, donc... C'est une pirogue de pêche, quoi. C'est une pirogue, voilà. De janvier 2024 à maintenant, le Niani, piloté par la Marine nationale, a intercepté 4 899 migrants répartis sur 34 pirogues de nationalités différentes et de toutes catégories d'âge. Cette nuit-là, les radars ne se sont pas signalés. À l'aube, le soleil pointe ses premières lueurs. Les marins se pressent car ils ont détecté là ces pirogues. On se prépare à l'assaut. Ils sont 5 à bord, des pêcheurs sénégalais, et il faut les identifier. Finalement, rien de suspect. Tout a été calculé. On a mis en place 2 zones de surveillance nord et centre. Donc l'effectif le plus important a été intercepté au nord. Mais certaines interceptions se sont faites au large des îles du Saloum comme au large de la côte. Grâce bien sûr aux gardes-côtes. Le rôle de la marine, c'est de s'assurer que toute pirogue qui quitte les eaux sénégalaises, les côtes sénégalaises pour rallier les îles Canaries, on les trouve avant qu'ils ne mettent leur vie en danger. Ce matin, le navire continue de tourner. Les marins s'attellent, ils sont sur tous les fronts de la mer. Une autre mission pour traquer les clandestins qui continuent toujours de prendre les pirogues. Une note d'éducation à présent. Dakar Livre et ses partenaires ont ouvert ce mercredi le Salon international du livre de jeunesse et pour enfants. La cérémonie d'ouverture qui s'est tenue au centre culturel Blaise Senghor a été une tribune pour insister sur l'importance de la lecture chez les enfants et leur orientation intellectuelle et culturelle. Le livre est très important dans le développement affectif, intellectuel et culturel de l'enfant. Ce sont là des propos de Véronique Tadjou. Des propos bien compris par le Salon du livre de la jeunesse, qui a mis l'enfant au cœur de ses préoccupations. Le livre de jeunesse est une passerelle vers l'avenir. Mais il est aussi un lien entre le passé et le présent, un moyen d'assurer la continuité et la préservation de notre patrimoine collectif. Alors, à travers chaque page tournée, chaque histoire racontée, chaque livre partagé, nous célébrons l'essence même de notre identité et de notre patrimoine culturel. Une célébration qui ne peut se faire qu'à travers un retour aux sources et au véhicule par excellence même de cette identité culturelle qui est la langue nationale. Si aujourd'hui nous acceptons en tant que Dakar Livre de permettre à ces organisations-là d'animer des ateliers, c'est parce que l'objectif est de permettre à nos autorités de compléter leur grand vœu qui consiste à justement insérer ces langues-là au niveau des écoles dans l'optique de permettre une meilleure éducation, en tout cas pour l'avenir de nos jeunes. Et j'espère qu'on y arrivera, Inch'Allah. Lauréate de cette édition, Sorna Amimbaou a déjà bien intégré ce fait et sollicite le concours des autorités. Ce qui m'a inspiré, c'est de vouloir motiver les enfants en situation de handicap, de leur dire d'avoir la foi et que le handicap n'est pas une limite. Dire aussi aux autorités que nous faisons partie de la société et que nous avons droit à l'école. Le Salon du livre de jeunesse et pour enfants clôture ainsi cette cérémonie d'ouverture dans l'ambiance et le bonheur dû à ces enfants qui n'aspirent qu'à se cultiver davantage durant les 4 jours que se tiendra cette édition. Éducation toujours, les élèves de l'école Enko Waka International School ont visité hier les locaux de la 7TV, une immersion enrichissante dans l'univers de l'audiovisuel et du journalisme guidé par Maïmouna Ndourfaï. Les visiteurs ont pu explorer les facettes du métier et comprendre les rouages d'une rédaction. La 7TV reçoit la visite des élèves de l'école Enko Waka International School. Une visite des locaux guidée par la présidente, directrice générale et certains responsables du groupe. À travers cette visite, les élèves de Enko Waka International School ont eu un bel aperçu des métiers de l'audiovisuel grâce aux explications de MNF. Je suis très ravie d'être au plateau
Je suis très contente et aussi c'est très intéressant. Les plateaux, les personnes sont très gentilles car il y a Madame Mouna qui nous a expliqué plusieurs choses. De la salle de rédaction à la régie en passant par la salle de montage, les filles ont visité les différents services qui composent la télé. Elles se disent impressionnées par ce qu'elles ont découvert. Ce qui m'a impressionnée, c'est genre les journalistes qui n'ont pas de stress, qui peuvent parler sans se stresser. Être libre quoi et dire ce qu'on doit dire ce qui s'est passé et ne pas inventer. Aminata Sarr espère peut-être exercer le métier de journalisme dans les années à venir. Je sais que c'est intéressant et je voudrais être journaliste, peut-être, parce que je ne suis pas sûre encore. Un choix dans lequel la conforte la PDG de la 7TV. En tout cas, si vous choisissez le journalisme, sachez que vous avez choisi un métier passionnant. C'est un métier qui demande une acquisition de connaissances, de savoir-faire. Et c'est un métier dans lequel on éduque, on informe, on forme. C'est vraiment le plus beau métier du monde. On termine avec du sport cet après-midi. Basketball à l'approche du tournoi de qualification pour l'Afrobasket masculin 2025. La fédération sénégalaise de basket dirigée par Babacar Ndiaye a dévoilé les préparatifs de l'équipe nationale. 8 équipes s'affronteront durant 3 jours et le Sénégal croisera le Gabon, le Rwanda et le Cameroun. Suivez le compte-rendu d'Omar Thiam. L'Afrobasket 2025 se prépare à fond au Sénégal. Face à la presse, le président de la fédération de basket, Babacar Ndiaye, et les sélectionneurs Ngagne Sagana Diop ont fait le point sur l'organisation et la préparation avant le début des choses sérieuses ce week-end. 8 équipes partagées en 2 poules pour 4 matchs par jour durant 3 jours de compétition. Ils le savent, tout doit se tenir dans des conditions optimales. C'est l'image du pays qui est également... Nous avons organisé des compétitions plus d'une fois, dont des Afro-Basket. De ce fait, nous ne nous faisons pas de soucis pour sa réussite. Donc, on a eu un très bon entraînement hier. Après, hier, quand on est rentré à l'hôtel, on a fait des réunions. Et je pense que le groupe, tout le monde connaît pourquoi on est ici, pour assurer les 3 victoires. Sur les 7 autres sélections qui doivent rejoindre le Sénégal, seul le Cameroun manque pour le moment à l'appel. Le comité d'organisation estime les dépenses à 178 millions de francs CFA. Le président de la fédération espère un geste venant de la tutelle. Même si on ne donne pas l'argent, si l'État s'engage à payer certaines dépenses, c'est suffisant pour nous. Ça nous permettra de faire en sorte que la fédération et le comité d'organisation puissent payer le reste. Une réunion technique va se tenir ce jeudi, veille de l'ouverture de la compétition. Une compétition qui va se dérouler à Dakar Arena, un bijou architectural qui vraisemblablement devrait accueillir une horde de supporters. Pour ce faire, Babacar Ndiaye compte sur une guest star. Si on dit que le Premier ministre Ousmane Sonko sera à Dakar Arena le samedi, sûr et certain que la salle sera pleine. Donc c'est une invitation officielle. Très rapidement, dans la sous-région au Mali, le général de division Abdoulaye Maïga a été nommé Premier ministre ce 21 novembre, a annoncé le ministre secrétaire général de la présidence. Un autre décret présidentiel lu la veille avait mis un terme aux fonctions de Choguel Maïga et à celles de tous les membres du gouvernement. Ce limogeage semblait inéluctable après les propos virulents tenus samedi 16 novembre par le désormais ex-premier ministre. Il avait notamment reproché aux militaires au pouvoir de ne pas l'impliquer dans les décisions et d'avoir reporté unilatéralement les élections devant marquer le retour à l'ordre constitutionnel. Et sur ce, nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, l'examen du projet de loi de finances 2025 dans les délais exceptionnels est au menu de quotidien paru ce jeudi. Selon le quotidien Le Soleil, le président de la République a demandé au gouvernement, en particulier au Premier ministre et aux ministres concernés, de finaliser la présentation du projet de loi 2025 et le président de la République déclenche ainsi le compte à rebours pour la finalisation du projet. Rewmi Quotidien mentionne que Bassirou Diomaye Faye a rappelé les urgences au lendemain des élections locales au moyen de priorité, prise en charge des urgences économiques et sociales, lutte contre la cherté de la vie et augmentation du pouvoir d'achat.
Autant d'urgences auxquelles fait face Diomaye selon Walf Quotidien. Le quotidien, autant d'urgences auxquelles fait face Diomaye qui fait dans le jeu de mots. Diomaye admis aux urgences. Le président de la République instruit le gouvernement à se mettre au travail selon le journal. Après la victoire du PASTEF aux législatives, Diomaye a demandé au PM et au ministre de l'économie, du plan de la coopération et au ministre des Finances et du budget d'accélérer la cadence afin de finaliser la préparation du projet de loi de finances 2025. L'info rappelle qu'à pareille époque l'année dernière, le top départ du marathon budgétaire 2024 avait été donné par les députés de la 14e législature. Selon le journal, Diomaye accélère la cadence. Ainsi, des instructions ont été données pour mettre la machine en marche en commençant par le projet de loi de finances pour l'année 2025 qui, selon le chef de l'État, sera examiné dans les délais exceptionnels. Vox Populi renseigne que Diomaye tresse des lauriers à son premier ministre, le président Pastef Ousmane Sonko. Il a aussi félicité le peuple pour un scrutin calme. Mais cette déclaration de Diomaye n'agrègue guère Zahra Iyane Thiam qui s'arrache les cheveux sur le journal. Quelle inélégance et quel parti pris de la part du président Diomaye. Jamais dans notre histoire politique, un parti politique n'a été félicité en conseil des ministres après une élection, selon Zahra Iyane Thiam. Dans les échos, c'est Thierno Bocoum qui assène ses vérités et étale ses craintes suite à la victoire de Sonko des législatives et la coalition Sam Sa Kaddu. Il révèle que la coalition sera maintenue en direction des futures échéances électorales. Source A nous fait découvrir l'Assemblée nationale, mais celle des vétérans Aïssata Tall Sall, Farba Ngom, Daouda Dia et Amadou Mame Diop. Ces derniers remplissent à l'hémicycle selon Source A. Mais Walf Quotidien lui parle tout à fait autre chose car c'est déjà salé pour les Sénégalais. Diomaye et Sonko face à la chute de la vie, au chômage et dans le compte du journal, d'aucuns déclarent qu'il faut consommer local. Maïssa Babou, économiste, lui note que le projet s'appuie sur les leviers budgétaires et le pape. L'AS met en exergue le taux de prévalence du VIH dans la région de Kolda. Le Conseil national de lutte contre le sida, CNRS, a initié une caravane de presse pour montrer les progrès réalisés dans le cadre de la lutte contre le VIH et son corollaire et relever les comportements positifs favorables à l'élimination de la transmission mère-enfant du sida. Outre la santé et le transport, l'observateur a révélé dans sa livraison du jour un réseau d'exportation mafieux. Selon le journal, le pays échappe à une hécatombe routière. 24 tonnes de pneus usagés ont été saisis pour non-conformité de leur état rendant leur utilisation dangereuse. Selon le journal, un Italien accusé de trafic de falsification de documents est poursuivi en Toscane. Sur quotidien dresse le portrait du nouvel évêque de Ziguinchor, Jean-Baptiste Valder Manga. Entre rizières et pâturage du Kassa dans le département d'Oussouye s'élève un homme. En sport, record revient sur les bonnes notes de novembre avec les matchs de qualification 2025. Mendy, Liman et Diarra au-dessus de la mêlée. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous aurez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.